Bon, je vais bavarder. On est Bon, enregistré. à tout à l'heure. Et voilà, est-ce que tu vois bien? Est-ce que tout le monde voit bien Oui, très la bien, page? parfait. Voilà, c'est superbe. Très bien, ok. Superbe. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence. Oui, donc je vois comment. David, bonjour David. David Maurice, là. Ah, il ne m'entend pas. Très bien. Bon, c'est pas grave. Okay. D'accord. Bon. Ok, on va encore attendre un tout petit peu. Je crois que c'est pas tout à fait l'heure. Hein. Il reste encore quelques minutes. Mais sinon tu peux mettre. Est-ce que tu as une page, la première page là? Alors on peut regarder. Avec du vin, avec quelque chose de plus joli. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire pour nous de nous montrer quoi, comme ça. Hein? D'accord, d'accord. Voilà, donc on va montrer plutôt une belle photo. Viens, tu montres ça? Alors on va montrer, si vous voulez. Oh, tu es en train d'un camper avec les Chinois. Voilà, on va montrer une petite photo. Alors sur la fin, on a. Voilà, on peut commencer par cette photo-là avec un ami chinois de longue date, importateur. Voilà, très bien. Le temps que tout le monde arrive, comme ça permet de regarder un petit peu comment ça se passe en Chine, dans les banquets chinois, pour ceux qui souhaitent regarder. Et je vais chercher. Sinon, Jean-Charles, tu m'entends bien? Hein? Oui, je t'entends très bien. Okay, je te vois bien, je t'entends très bien. Et j'espère que tout le monde nous entend bien aussi. Ouais. C'est le principal. Si jamais il y a des problématiques, on peut nous envoyer des messages dans le chat. Peut-être je te laisse regarder, Jérémy, le chat si tu vois des messages passer. Oui. Par contre, je ne sais pas où je peux revoir les messages que les gens m'envoient. Alors, en cliquant tout en haut à droite, tu as une icône plus conversation. Plus. Voilà, bonjour à tous, bonjour Romain, bonjour Michel. Ok, superbe. Son et vidéo, ok, parfait. Très bien, parfait. Alors, bon, mais écoutez. Mais, par contre, je ne vois pas quelle partie. La conversation, la discussion, c'est ça, dans la partie discussion. Alors, tu vas le trouver quand tu cliques tout en haut de l'écran. Normalement, tu as un onglet. Attends, je ne sais pas si. Si, je trouvais. Voilà, là où je suis, tu vois, conversation. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour cette conférence. On va bientôt commencer. On attend encore quelques instants. Voilà, tu as écrit un message. Hein. Bonjour à tous. Est-ce que vous c'est ça. Voilà, n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez des problèmes pour nous écouter ou quoi que ce soit, qu'on puisse résoudre la conférence. On est maintenant combien? On est 25. Donc, encore quelques minutes. Encore quelques minutes et puis on va pouvoir commencer tranquillement. Tout à fait. Bon. Un nouveau message, vous voyez. Superbe. Superbe. Alors, on est 27. Bon. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 130 personnes inscrites. Donc, malheureusement, il y a des personnes qui, à la dernière minute, ils ont des empêchements. Donc, ils ne peuvent pas venir nous joindre. Donc, voilà. Heureusement, on a ouvert un petit peu pour avoir beaucoup d'inscriptions. Hein. D'accord. Voilà. Mais ils vont venir progressivement. D'accord. Bon, mais superbe. Bon, peut-être on va commencer alors. Hein. Allez, on va commencer. Je vais remettre ça. Attendez, hop, je vais remettre tout ça à la bonne page. Hop. Très bien. Voilà, je vais remettre tout ça comme il faut.
Et voilà, donc, Parfait. Alors, je vais commencer alors. oui, Ok. bien sûr, bien Voilà. sûr. Voilà. Oui, bonjour à tous. Merci d'abord, merci à Jean-Charles de venir nous parler du marché du vin chinois. Naturellement, on remercie également à 37 personnes qui sont également présentes pour participer à cette discussion. D'abord, donc, je me présente en quelques mots. Donc, je suis Jérémy, ça fait déjà plus de 30 ans que je suis à Paris. Depuis 15 ans, donc, j'ai créé une société qui est spécialisée d'une part dans le recrutement des talents sinophones. Ce n'est pas uniquement les Chinois, hein, c'est dès lors qu'un Français qui parle chinois, il est le cible de notre recrutement. Et d'autre part, j'ai également un centre de formation en Chine, donc je donne beaucoup de formations pour les Français dans le but de mieux réussir actuellement en Chine. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'organiser cette conférence pour partager l'expérience de Jean-Charles avec nous tous. En quelques mots sur Jean-Charles, Jean-Charles, il a fait ses études de vin, œnologie en France, et par la suite, il a complété ses études par HEC. Et depuis quelques années, donc, il travaille en tant que directeur d'export d'une grande société de vin en France. Donc, d'ailleurs, il a eu énormément de succès sur le marché chinois. Non seulement il connaît très bien le vin spiritueux du marché chinois, mais en même temps, il a développé une expertise sur la culture, sur la négociation avec les Chinois. Donc, merci encore une fois, Jean-Charles, de parler avec nous. Maintenant, c'est à vous. Merci Jérémy pour cette présentation. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur le marché du vin en Chine et puis tous les aspects qu'on pourra voir sur l'aspect culturel également. Donc, je me présente Jean-Charles Letellier, voilà, basé à Bordeaux pour une société de négoce qui exporte du vin spécialisé sur le vin de Bordeaux sur la Chine depuis pas mal d'années. Et donc aujourd'hui, je vous présente voilà, le sommaire qu'on va aborder. On va faire un gros focus sur le marché chinois du vin, un petit peu Hong Kong. Quelles seront les stratégies à mettre en place, les particularités culturelles à prendre en compte quand on veut exporter du vin ou autre sur le marché chinois. Je vous propose qu'on regarde ensemble quelques clés pour réussir sur ce marché. Comment est-ce qu'on négocie avec les Chinois? Est-ce qu'on peut négocier de la même manière avec des Chinois et avec d'autres? Excuse-moi, Jean-Charles, est-ce Oui, que tu as commencé l'enregistrement? oui, l'enregistrement est déjà Allez-y. commencé. Allez-y. Et puis voilà, quelques stratégies à mettre en place pour ceux qui souhaitent développer ce marché ou approfondir leurs connaissances sur le monde chinois. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions pendant la conférence. Je ferai un plaisir de vous répondre. Alors, commençons rapidement. Vous voyez, bon, on fait une brève introduction. Moi, je me suis spécialisé dans le vin de Bordeaux depuis à peu près 8 ans. Et on peut voir, vous voyez, sur cette carte du plus grand vignoble d'AOC en France, on voit que Bordeaux est représenté en majorité avec 112 000 hectares, suivi de très près par la vallée du Rhône et puis d'autres vignobles. Ça, c'est juste pour avoir une photographie du vignoble français en termes de production, production de vin. Et puis voilà, Bordeaux, c'est une grande région viticole, puisqu'on a environ 300 maisons de négoce, des courtiers qui sont aussi présents, qui font le lien entre les propriétés et les maisons de négoce. Et puis après, vous avez des caves coopératives et des propriétaires récoltants qui produisent leur vin et qui, pour certains, ont leur propre réseau de distribution. Donc la particularité du négoce, simplement, c'est l'achat-revente. Voilà, un achat-revente auprès des propriétés d'une année à l'autre. Certains ont des contrats de fidélisation avec certains châteaux. Et puis ensuite, on a un système pour les grands crus classés, on a un système d'allocation qui se fait en fonction des circuits de distribution que nous avons. Donc on rentre vite dans le sujet parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir. Donc le vin de Bordeaux, on va voir sur ce graphique, il y a beaucoup de graphiques ce soir. C'est très intéressant de regarder justement quelle est la part de nos vins de Bordeaux sur le marché chinois.
voyez que sur ce graphique, alors tout à gauche, hein, vous avez Chine, bien sûr, qui est représentée avec Chine continentale, Hong Kong plus Macao, hein, qui est la première destination pour les vins de Bordeaux en volume et en valeur. Donc c'est un gros marché pour nous et cela depuis maintenant, je dirais une dizaine d'années, 10-11 ans, date à laquelle la Chine a commencé à importer de plus en plus de vins français, dont les vins de Bordeaux. Et vous voyez, après, vous avez le Royaume-Uni, USA, Suisse, Japon qui suivent, Belgique qui suivent derrière. Donc, vous voyez quand même l'importance du vin de Bordeaux à l'export. J'ai jugé nécessaire de vous présenter rapidement, vous voyez, le marché du vin spiritueux, mais vraiment dans sa globalité. En 2020, donc c'est l'année dernière, qu'est-ce que ça représente en termes de valorisation? Vous avez un chiffre d'affaires annuel, grosso modo, de 12 milliards d'euros pour un volumétrie de 183 millions de caisses sur une année, en sachant que c'est vin et spiritueux compris, et que vous avez donc dans ce top 20 hein, des premiers marchés, vous avez le numéro 1 États-Unis qui est de loin le premier marché. Et ensuite, il faut détailler, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez la Chine en 4e position, mais souvent quand vous regardez des graphiques, il faut lier Chine et Hong Kong. Si vous ajoutez Chine plus Hong Kong, vous voyez, vous arrivez quasiment au niveau de, vous dépassez légèrement le Royaume-Uni. Donc, je dirais que voilà, Chine-Hong Kong passerait deuxième plus gros marché, quasiment à l'identique avec le Royaume-Uni. Royaume-Uni, gros marché hein, pour les exportateurs de vins et spiritueux. Et l'Allemagne également qui est 3e, qui est un gros marché pour les vins entrée de gamme principalement. Et puis Singapour, petit pays, mais qui arrive dans le top 5 hein, quand même. Donc Belgique également, des gros connaisseurs de vin. Petit pays, mais qui consomme énormément de vin, très connaisseurs, et les Japonais qui suivent. Donc voici une petite photographie de ce qui se fait sur les vins spiritueux. Donc là, on a vraiment tout. Bon, 2020, c'est une année spécifique hein, avec le Covid. Mais globalement, vous voyez, vous avez un chiffre d'affaires qui est énorme. Premier pôle hein, d'exportation en France, c'est bien sûr l'aéronautique, hein, qui est le pôle numéro 1. Et après, vous avez l'agroalimentaire. Donc là, on rentre dans le pôle agroalimentaire. Donc ça, vous avez toutes ces sources, hein, vous pouvez les retrouver sur Fédération, vous voyez, FEVS, Fédération des exportateurs de vins et spiritueux. Là, on fait une photographie, vous voyez, que sur le vin en 2020. Alors, c'est des chiffres relativement récents, on a de la chance. Donc, marché du vin en 2020, vous partez sur le tableau de gauche, hein, on parle de volume. Quels sont les premiers marchés? Eh bien oui, c'est l'Allemagne. Les Allemands consomment énormément de vin, alors toute appellation confondue, hein, on n'est pas seulement sur le Bordeaux ici. Les Allemands, les Anglais, les États-Unis, bien sûr, Belgique, Pays-Bas, et la Chine qui a baissé, parce qu'en volume, on faisait un petit peu plus qu'avant. Vous voyez, en termes d'évolution, la Chine a fortement chuté, quasiment moins 29% de volume par rapport à l'année de moins 20. Ce qui est énorme, tandis que l'Allemagne, vous voyez, elle continue. Bon, il y a une baisse, mais bon, ça reste quand même relativement moindre. Et le Royaume-Uni qui est en hausse. Et sur la partie valeur, c'est toujours intéressant de regarder, comparer volume et valeur, parce qu'en valeur, vous voyez, c'est les États-Unis qui passent largement devant. Hein. Devant l'Allemagne qui était passée première en volume, qui repasse 3e en valeur. Et puis, par contre, le Royaume-Uni garde sa 2e position. D'accord ? Et là, vous voyez la Chine qui dégringole à la 8e position, hein, donc uniquement Chine continentale. Évidemment, vous avez Hong Kong qui passe en 6e position parce que Hong Kong, c'est une place de réexportation vers l'Asie et on expédie principalement des grands crus classés sur Hong Kong. Donc avec un prix moyen, vous voyez, un prix moyen de vente à la bouteille environ 37 € hein, sur Hong Kong, tandis que sur la Chine, on a un prix moyen de vente par bouteille à 5 €, ex-works. Donc si vous faites Chine plus Hong Kong, vous arrivez 700 000, vous arrivez 3e en valeur sur la partie 20. Excusez-moi, Jean-Charles. Oui. Là, c'est marqué pays d'exportation.
Oui. Là, c'est plutôt importation, non? C'est les pays. Là, quand on dit, par exemple, le premier, Allemagne, c'est l'Allemagne qui exporte le Oui. plus ou... Oui, oui, c'est les pays exportateurs en volume. C'est les pays qui exportent le plus. Je crois que vous voulez dire les exportations françaises vers ces pays, c'est pas ça? Voilà, c'est ça. C'est les vins français qui Ouais, sont mais votre exportés frère, sur je les pense principes. qu'il est un peu confondu. Dès les premières slides, j'étais mal compris. J'ai voir D'accord. nulle part France. Je me suis dit, le marché mondial, il n'y a pas de France, c'est vraiment. Mais vous voulez dire exportation. Voilà, Hein, ce sont les vins français qui sont exportés sur les vers le principaux monde marchés. entier. Là, on Voilà, comprend exactement. parfaitement. Okay. Ok, Toute appellation merci. confondue. Toute appellation confondue, hein, c'est pas que le Bordeaux. Hein, c'est pour avoir une photographie, de voir un peu comment ça se passe. Et alors, voilà, on arrive sur la Chine, puisque là, on a fait une photographie du marché du vin spiritueux. Là, on a regardé comment ça se passait au niveau des vins. Mais regardons la Chine, qui est un grand marché, et quelques présentations relativement basiques, mais c'est bien de regarder quand même. Ce que veut dire le mot Chine en chinois, hein, vous avez les deux caractères. Zhongguo, hein, ce qui veut dire l'empire du milieu, hein, puisque la Chine a longtemps considéré que elle était au centre du monde. Hein, c'est pour ça qu'on a ces deux caractères qui sont réunis. Capitale Pékin, avec une démographie de quasiment 1,4 milliard en 2019. Le président, M. Xi Jinping, qui est arrivé en 2013, et donc la monnaie locale, le RMB, voilà, le yuan aussi. Alors, je vous ai mis en bas, ce qui est intéressant de voir, alors je n'ai pas la liste complète, mais vous voyez, ça vous permet de regarder quels sont les principaux partenaires de la Chine. Là, on ne parle pas forcément du vin, hein, c'est toute activité confondue. Donc, quand vous voyez les principaux clients de la Chine, ben, c'est les États-Unis, hein, voilà, qui sont à 16,8%. Et ensuite, vous avez Hong Kong, bien sûr, par rapport à sa proximité géographique, et le Japon, Corée du Sud, Vietnam. Alors, j'ai pas, effectivement, j'aurais dû regarder sur la partie France, mais on doit être assez loin. Et quels sont les principaux fournisseurs? Ben, vous voyez que c'est les Coréens qui fournissent le plus de produits, derrière de très peu hein, les Japonais. Et les États-Unis sont troisième dans la partie fournisseurs. Donc, on est sur tout type de produits. On n'est pas forcément focalisé sur le vin. Et vous voyez, on n'est pas dans le top 5 hein, ni à la fois ni des clients ni des fournisseurs. Alors que l'Allemagne est au moins dans cette partie-là. Vous voyez, donc ça, on le sait par rapport à leur industrie automobile qui est très, 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 très puissante en Chine. Donc, petite présentation classique. Et j'aime bien présenter la Chine comme ça parce que vous avez, vous voyez, le côté est avec les grandes mégalopoles. Pékin, Shanghai, vous voyez le pôle ici, vous avez Guangdong, la région la plus riche de Chine, elle est située ici. Après, vous avez le centre Chine, Chengdu, avec Chongqing, hein, c'est là de par la route de la soie notamment, qui part directement en train pour arriver jusqu'en Allemagne. Et vous voyez sur le côté ouest de la Chine que c'est relativement calme, puisque là vous avez le désert et très peu de mégalopoles et très peu d'activités. Donc tout est vraiment concentré sur la partie est de la Chine. Donc ça c'est important à identifier. Alors là on rentre dans le marché du vin en Chine et voilà, en 2020, vous voyez sur ce graphique là, c'est intéressant. Alors là vous avez ici les années, donc 2010, 2011, 2012 et on s'arrête en 2020. Donc ça c'est les chiffres, si je ne me trompe pas, du CIVB. Hein. En bas à droite, c'est le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Donc en 2020, la Chine reste la première destination des vins de Bordeaux, malgré la crise Covid, en volume et en valeur à l'export. Alors, qu'est-ce qu'il faut identifier sur ce graphique-là? Grosso modo, à partir des années 2010, on remarque une nette augmentation, une nette croissance hein, à la fois sur la partie volume et valeur d'importation Chine. Donc là, on est Chine continentale, Macao, Hong Kong, hein, tout est compris. Avec une baisse en 2013, fin 2013-2014. Ça, c'est aussi lié aussi à
Alors, il y a eu en 2013, si vous voulez, vous avez eu l'arrivée de Xi Jinping, le nouveau président, qui a eu avec sa nouvelle politique anticorruption, a eu un gros impact sur la consommation des vins et spiritueux en Chine, ce qui fait que ça a réduit énormément la consommation de ces boissons alcoolisées à partir de cette année-là. Donc on voit vraiment le pic, mais c'est reparti, vous voyez, et le pic le plus élevé, c'était en 2017. On a réalisé nos chiffres d'affaires les plus élevés. Après, ouais, 2018, 2019, on est reparti pardon, légèrement à la baisse. Donc ça représente un gros marché, et pour les vins de Bordeaux, c'est le plus gros marché. Alors, marché du vin en Chine, vous voyez, ce qui est intéressant de regarder, c'est les différents pays. La France, bien sûr, c'est un des plus grands pays producteurs au monde de vin. Quand vous voyez la carte, vous voyez en jaune, donc la France. En 2010, elle était à ce niveau-là, et vous avez, on va dire, une courbe qui est complètement ascendante jusqu'en 2018. Et vous avez quelques pays qui ont déjà commencé d'ailleurs, à prendre des parts de marché non négligeables. Je vais citer 2 pays principalement. Vous avez, attendez, pardon, j'ai fait une mauvaise. L'Australie, qui est ici, donc la courbe en orange, qui repasse, vous voyez, qui était très loin derrière la France, et là qui repasse quasiment en 2018, légèrement en dessous, pardon, et le Chili également. Le Chili qui est ici. Voilà. Donc Australie et Chili ont signé des accords avec la Chine, ce qui leur permet d'avoir des droits de taxe, pardon, des droits de taxe à l'importation qui sont réduits depuis quelques années. Tandis que les vins français sont toujours taxés au même niveau de taxes qu'avant. C'est pour ça qu'on va regarder, voilà, marché du vin en Chine. Vous voyez, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution des droits de douane appliqués sur le vin en bouteille en Chine à l'import. Parce qu'en fait, si vous voulez, les vins français, quand ils sont exportés en Chine, c'est principalement des vins en bouteille, des vins embouteillés. On vend très peu de vins en vrac en Chine, ce que fait plus le Chili notamment, et l'Australie aussi. Mais vous voyez, 2012, on avait un niveau de taxe qui était de l'ordre de 14% pour les 3 pays. Et puis au fur et à mesure des années, vous voyez, la France a toujours gardé ses 14%. Et puis, vous avez l'Australie qui arrive à 0% en 2019 et le Chili 0%. En sachant qu'il faut rajouter à ces pourcentages la TVA de 13 plus la taxe sur la consommation. Donc, globalement, aujourd'hui, une bouteille qui est exportée en Chine, toute taxe comprise, ça revient à globalement à 48% de taxes à l'importation pour une bouteille de vin français, que ce soit du Bordeaux, que ce soit du Rhône, que ce soit du Champagne, et même les grands crus classés ne sont pas exempts de cette taxe, sauf à Hong Kong. Donc ça, c'est aussi la Nouvelle-Zélande également. Mais la Nouvelle-Zélande a zéro depuis 2012 et fonctionne bien aussi en Chine, mais vraiment, les pays qui nous font très mal depuis quelques années, c'est surtout le Chili et surtout l'Australie. On verra un exemple tout à l'heure. Les vins australiens ont réussi à prendre des parts de marché énormes en Chine, notamment avec une marque qui marche très bien, qui s'appelle Penfold. On regardera ça plus en détail. Donc là, c'est les chiffres France-Agrimer. Donc vous voyez, on a de la concurrence qui arrive sur ces marchés-là, sur ces marchés chinois. Donc il y a 10 ans, en 2010, on commençait à exporter en Chine, on était très content du marché chinois, on pensait à l'Eldorado de Chine. Et là, on commence à voir nos parts de marché s'éroder depuis 3 ans, 2-3 ans, en tout cas sur les vins de Bordeaux. Et on va essayer de décrypter tout ça, comment ça s'est passé et quelles sont les stratégies à mettre en place pour essayer de corriger le tir. Alors, ce qui est intéressant de regarder, vous voyez, vous avez ici le marché du vin en Chine, bien sûr, mais sur 100 bouteilles expédiées en Chine continentale, vous voyez, vous en avez déjà 37% qui vont, alors 37 plus 5, qui vont dans la Chine du Sud. Quand je vous disais tout à l'heure, vous voyez, le Guangdong, c'est la Chine du Sud, c'est la région la plus riche de Chine. C'est des grands commerçants, les Chinois du Sud. Quand vous êtes à Guangzhou, à Canton, vous avez des marchés, voilà, des salons à l'import qui sont énormes. Et ensuite, suivi de près par Shanghai,
c'est l'un des plus grands ports au monde d'importation et d'exportation. Et ensuite les différentes régions qui sont représentées. Donc quand même, vous avez entre la province du Guangdong et Shanghai, vous avez quasiment plus des 2/3 des vins qui sont expédiés sur ces régions-là. Quand vous l'exportez en Chine, effectivement, il faut peut-être mieux se concentrer sur ces zones que d'aller à Pékin, où il y a quand même aussi des très gros importateurs qui distribuent sur l'ensemble du territoire, mais ça reste fait par rapport à ce qui se fait dans d'autres régions. Alors, quels sont les circuits de distribution en Chine? Globalement, vous avez principalement alors tout ce qui est GMS, grande distribution, les supérettes, vous avez la part du e-commerce qui augmente de plus en plus en Chine, on va le voir juste après. Vous avez les cavistes, vous avez la vente importateur direct, vous avez le CHR, voilà. Mais bon, si vous voulez, aujourd'hui, un exportateur comme nous, une société de négoce qui exporte en Chine, le plus simple, c'est d'aller voir un importateur traditionnel qui a déjà son circuit de distribution en Chine, qui va lui permettre d'écouler la marchandise rapidement et de stocker votre marchandise. Voilà, ça c'est le plus simple. Il y a d'autres méthodes aussi pour vendre du vin en Chine, notamment avec ce qu'on a appelé récemment le cross-border. C'est mettre à disposition ces produits rapidement pour les consommateurs chinois. Mais voilà, ça s'est développé depuis quelques années, mais pour le vin, ça reste encore assez marginal, donc j'en parlerai pas plus que ça. Mais on va voir le e-commerce, vous allez voir que ça se développe beaucoup plus que nous. E-commerce chinois, vous avez 2 grosses sociétés, vous voyez, qui ont les plus grosses PDM parts de marché. En 2019, vous connaissez Tianmol, donc c'est le groupe Alibaba qui représente 62% des parts de marché, suivi de Dingdong, JD à 24%. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est comparer, parce qu'en France, en Europe, on n'a pas vraiment de grosses sociétés aussi importantes qu'Amazon ou que Alibaba. Moi, j'ai pris un exemple, un fleuron du e-commerce français qui est Cdiscount et qui est d'ailleurs domicilié, basé à Bordeaux. Vous voyez, chiffre d'affaires de Cdiscount. Alors, en 2019, il est évalué à plus de 2,3 milliards d'euros, ce qui est très bien. Compte tenu qu'ils ne vendent principalement qu'au marché français, de mémoire. Et là, vous prenez bien sûr le groupe Alibaba en 2020. Bien sûr, là, vous voyez la différence de valorisation à plus de 72 milliards de dollars. Sachant que maintenant, vous avez la possibilité d'acheter vos composants électroniques sur AliExpress très facilement. Bon, c'est livré d'ici 3-4 semaines à des prix défiant toute concurrence. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le e-commerce en Chine, c'est énorme. Quand vous allez en Chine, maintenant, vous n'avez plus besoin d'espèces. Vous payez directement avec votre mobile. Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous téléchargez l'application WeChat, et puis vous payez directement, ou l'application Alipay. Donc, vous avez un portefeuille numérique, vous mettez votre argent dessus et vous payez, vous scannez tous les QR codes au fur et à mesure, et ça se fait très bien, très facilement. Et il y a certaines villes, d'ailleurs, qui bannissent carrément l'utilisation de l'espèce. Je pense, si je ne me trompe pas, à la ville de Suzhou, qui est dans la province du Zhejiang, à côté de Shanghai, qui commence à ne plus accepter l'espèce en Chine parce qu'ils se rendent compte que les jeunes Chinois, même moins jeunes, payent tout avec, même votre taxi, vous le payez avec votre QR. Alors, vous scannez le QR code dans le taxi, c'est très pratique. Au restaurant, vous scannez le QR code, vous passez votre vie à scanner le QR code, c'est très bien. Et tout va très vite. Alors, voilà, ce qu'il faut, c'est ne pas perdre le téléphone, parce que là, vous êtes embêté. Mais sinon, voilà, on est encore très loin en France de faire ça. Même quand vous téléchargez aujourd'hui en France Google Pay, que j'avais téléchargé à faire, c'est pas compatible avec toutes les cartes bancaires. Et puis, si vous voulez, toutes les boutiques n'acceptent pas non plus les Google Pay, etc. Donc ça va venir, on est en train d'y arriver, mais ça prend un peu plus de temps que dans certains pays. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'Australie. C'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se passe à droite et à gauche, parce que nous, en France, on a des très bons terroirs, des très bons vins, et on en est très fiers. Mais, vous voyez, l'Australie aussi a développé une marque très forte qui s'appelle Penfolds,
qui marche très bien en Chine. C'est une success story depuis 2011. Ça appartient au groupe Treasury Wine Estates. Et en fait, je voulais simplement vous montrer un peu les codes couleurs à adopter si vous voulez exporter du vin en Chine, du vin ou un autre produit, hein, peu importe. La priorité, vous voyez, c'est que vous choisissez un nom qui soit très porteur en Chine. Alors, je vous ai mis les 2 caractères chinois qui sont ici et leur traduction. Vous voyez, painful, donc vous avez pain, ça veut dire courir vite, se presser, et fou, c'est plutôt l'abondance, la richesse. Donc ça a un sens hein, quand vous choisissez un produit exporté en Chine, pensez bien à le faire traduire, à déposer votre nom de marque, bien sûr, en chinois caractère, en pinyin, c'est-à-dire en version phonétique. Ça, c'est très important. Et donc, aujourd'hui, vous voyez, ce type de vin est très demandé en Chine. Donc, il respecte tous les codes couleurs. Hein. Donc, le rouge, c'est absolument essentiel. Vous avez ensuite les packaging. Là, je vous ai pris simplement une photo de ce que j'ai pu trouver sur Alibaba. Hein, tout ça fait sur Internet, dans source JD. Non, JD, pardon, pas Alibaba, pardon. Alors, quelques recommandations avant qu'on passe à d'autres aspects. Donc, marché chinois, attention, très difficile d'accès pour les opérateurs étrangers qui ne connaisseraient pas justement comment ça fonctionne. Dépôt de marque est un passage fondamental. D'accord. Ne pas négliger sa traduction en chinois, dont de son nom, bien sûr, personnel, mais c'est aussi celui de votre marque. Hein, quand vous voulez exporter en Chine, ça c'est important. Là, je vous ai mis les contre-étiquettes en chinois sont obligatoires dans le cadre des vins, bien sûr. Mais généralement, c'est l'importateur en Chine qui s'en occupe, mais il faut que ça soit en règle. Je vous parle de Hong Kong rapidement parce que ça fait partie. C'est intéressant le cas de Hong Kong, hein, parce que si vous voulez, Hong Kong, il y a une dizaine, quinzaine d'années, ça représentait 25% du PIB chinois. Aujourd'hui, ça représente 3% du PIB chinois. Alors, tout est reparti, je dirais, une partie de l'activité est rebasculée. C'est aussi le fait que la Chine continentale a très bien développé certaines activités. Et vous franchissez Hong Kong, vous allez à Shenzhen, hein, c'est à 45 minutes en train. Prenez le train, vous y arrivez très bien. Et vous avez Shenzhen, c'est la Silicon Valley chinoise. Alors vous avez toutes les plus grandes sociétés de télécom numérique. Vous avez Huawei, vous avez toutes les grosses sociétés qui sont basées là-bas. Et aussi toutes les sociétés liées à l'intelligence artificielle, le numérique. Tout est le PIB de Shenzhen est énorme. Je ne l'ai pas en valeur, mais c'est énorme. Et pourquoi je vous ai mis ce graphique? Parce que vous voyez, donc quand vous vendez 100 bouteilles à Hong Kong, ben vous en avez 84 qui partent sur la Chine continentale. Donc tout repart en fin de compte quasiment sur la Chine. Et après, effectivement, vous en avez sur Macao, sachant que Macao c'est très petit, Taïwan, Vietnam, Japon et Singapour. Donc c'est pour ça quand je dis quand vous regardez une statistique, il faut toujours mettre la Chine et Hong Kong ensemble, parce que vous voyez bien que tout repart quasiment sur la Chine. Alors, quelques aspects culturels à prendre en compte, hein, des aspects très, très basiques, mais qu'il faut savoir. Il faut savoir que la Chine, c'est le pays du cadeau. Quand vous êtes notamment lors de Nouvel An chinois ou d'autres fêtes, vous faites des cadeaux à votre famille, à vos amis. Et le principe du cadeau, c'est qu'il soit à la fois joli, bien présenté, élégant, et voilà, que ce soit quelque chose de valorisé, parce qu'il faut aussi valoriser la face de ses interlocuteurs. D'accord ? La couleur rouge, bien évidemment, ça c'est la couleur qui est typique de la Chine, ça on peut pas le nier. Vous avez en bas à gauche, hein, on parlait de cadeaux, je vous ai mis en bas à gauche ce qu'on offre lors du Nouvel An chinois, vous voyez. Ce sont des enveloppes rouges, et à l'intérieur de ces enveloppes, vous mettez, alors ils mettent de l'argent en espèces. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer dans les futures années, parce que comme on ne met plus d'espèces, ils vont mettre certainement des portefeuilles numériques, ou je ne sais pas comment ça va se distribuer. Mais vous voyez, vous offrez donc des enveloppes ou alors des cadeaux physiques. Et déjà très au courant sur le WeChat, on distribue des paquets de rouges numériques. Voilà, où vous envoyez carrément votre cadeau numérique sur WeChat, votre enveloppe numérique sur WeChat ou sur Apple Pay, Alipay, pardon.
Et donc voilà. Alors après, vous avez le chiffre 8 est très important. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la date des JO de Pékin, mais c'est très facile à retenir, hein. C'était le 8 août 2008. Ouais, ils ont fait ça il y a quelques années. Ils ont choisi leur date fétiche. Alors, quand vous apprenez le chinois, vous avez ici, vous voyez, vous êtes de 0 à 10, les caractères. Le 8 est ici. Il se prononce bas. Ouais, bon, voilà, c'est une prononciation relativement neutre. Mais vous avez des chiffres à éviter quand vous mettez par exemple des chiffres sur votre produit, que ce soit du vin ou autre. Évitez par exemple de mettre le chiffre 4. Bon, on peut éviter parce que c'est un chiffre qui se prononce de la même manière que le caractère de la mort. Vous voyez, par exemple, 4, ça se dit se en chinois, mais le caractère de la mort, c'est se. Donc il y a une petite similitude en termes de phonétique, même si c'est deux caractères complètement différents, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est des petits aspects qu'il faut prendre en compte. Alors, les plus grosses fêtes en Chine, hein, vous le savez, c'est le Nouvel An chinois, hein, qui est généralement entre janvier et mars, en fonction de la position de la Lune. Et vous avez aussi une grosse fête au mois de septembre, octobre, sur la fête de la Lune, hein. C'est une fête importante pour offrir des cadeaux. Puis après, vous avez des fêtes, des jours fériés aussi en Chine, une dizaine de jours fériés. Voilà. Et puis, je vous ai mis, vous voyez, vous avez des disparités régionales en Chine parce que vous avez 56 ethnies en Chine, en sachant que vous avez une ethnie qui est majoritaire en Chine, hein, c'est l'ethnie des Han, hein, H-A-N, qui représente la majorité de l'ethnie en Chine. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez des grandes disparités régionales en termes à la fois de gastronomie, d'économie, de pensée. On négocie pas la même chose. Enfin, je dirais, on n'a pas les mêmes relations avec des gens de Pékin qu'avec des gens de Shanghai ou des gens du Sud. Vous voyez, c'est moins. Les gens de Pékin sont beaucoup plus directs, beaucoup plus francs, ils vont vous dire les choses telles qu'elles sont. C'est très bien. Et si vous allez dans le Sud, Pékin, ou vous allez à Xiamen ou dans le Sud, on va essayer de tourner les choses d'une manière plus diplomate et moins, voilà, moins brutale. C'est très caricatural ce que je dis, mais c'est à peu près, voilà, c'est à peu près bien qu'on peut trouver aussi des gens à Shanghai qui peuvent être aussi très francs et très directs, et là et vice-versa dans le nord de la Chine. Alors, il y a aussi un aspect important en Chine. Vous voyez, moi j'ai lu récemment l'art de la guerre de Sun Tzu, grand maître de guerre en Chine, hein, il y a très longtemps. Il dit, connais l'adversaire et connais-toi toi-même, tu seras invincible. Alors pourquoi je vous l'ai mis? Je vous le mets tout simplement parce qu'en fait, moi je me rends compte en tant que Français que les Français et les Occidentaux en règle générale ont une grande méconnaissance de l'Asie, mais encore plus de la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on a plus maintenant de nouvelles à travers les réseaux sociaux, à travers les médias qu'il y a 10 ans, ça c'est sûr. Malgré tout, on a toujours cette idée de la Chine qui peut être caricaturale ou très stéréotypée. Mais intéressons-nous plus à la Chine parce que les Chinois s'intéressent à nous depuis très longtemps. Et ils savent exactement ce que nous, on fait en Europe, et nous, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe là-bas. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, c'est la stratégie du maître guerrier. Oui, vous avez ici quelques clés. Alors, c'est quelques clés pour réussir sur le marché chinois. Des choses très caractéristiques, mais vous avez la première, c'est la notion de guanxi, c'est la notion de réseau, hein, qu'on peut avoir en France, qu'on peut avoir en Europe, qu'on peut avoir aux États-Unis, mais elle est primordiale en Chine parce que quand vous n'êtes pas dans le réseau, quand vous n'êtes pas dans le cercle chinois, eh bien c'est beaucoup plus difficile d'obtenir ce que vous voulez. En France, vous allez me dire c'est la même chose, je suis d'accord avec vous, mais moi, ça ne m'a pas empêché de développer des affaires commerciales avec des grosses centrales françaises sans jamais aller les rencontrer ou envoyer simplement un appel d'offres. Chose qui est complètement impossible en Chine, hein. Même si on peut le faire avec WeChat ou avec les vidéoconférences, c'est aujourd'hui très difficile de développer des très gros clients, des nouveaux clients, sans avoir cette proximité, être dans le réseau. Donc ça, il faut vraiment développer ça.
Et une fois que vous êtes dans le réseau, après, vous pouvez demander à… Généralement, le monde est petit, hein, donc tout le monde se connaît et vous pouvez demander de l'aide si vous avez besoin. La deuxième notion, c'est garder ce qu'on appelle la miens, hein, la face. Hein. Ça, c'est très important. Quand vous êtes avec votre interlocuteur chinois, attention à ne pas lui faire perdre la face. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois à faire des bêtises. Quand vous êtes en négociation ou quand vous êtes tout simplement en discussion avec les Chinois, vous êtes très franc, très direct, il faut l'être. Mais par contre, essayez toujours de valoriser votre interlocuteur sans faire forcément de l'hypocrisie. Hein, ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas, essayez de trouver les côtés positifs que les côtés négatifs. Hein. Bien sûr, c'est mieux de connaître la langue et la culture chinoise, c'est un atout, bien que je connais des Français qui sont à Shanghai depuis pas mal d'années, qui ne parlent pas un mot de chinois et qui sont intégrés depuis très longtemps. La négociation en Chine, attention, on ne négocie pas de la même manière avec un Français, avec un Chinois ou même encore avec un Japonais. Les Chinois ont une relation très particulière avec le temps qui passe. Et nous, on a un adage qui dit le temps c'est de l'argent, bien sûr, sauf qu'en Chine, le temps, on a tout notre temps pour négocier, hein, vous voyez. Et quand on négocie, quand vous signez un contrat, eh bien, quand vous signez un contrat, c'est le début d'une relation. Alors qu'en France, quand vous signez un contrat, c'est la fin. C'est-à-dire vous avez signé votre contrat, les deux parties sont d'accord en termes de prix, conditions de paiement, etc. C'est validé, on n'en revient plus dessus, c'est terminé, le contrat est fini. En Chine, bon, vous négociez, puis après vous signez votre contrat, bon, bah, c'est très bien. Et puis, la partie adverse peut vous rappeler en disant, on va peut-être changer quelques aspects, j'avais pas pensé à ça, on va peut-être changer. Donc, ça peut pas faire partie de la négo et il faut l'avoir en tête. Ouais, c'est pas forcément quelque chose qui est très simple à aborder quand ça change tout le temps. On n'aime pas le changement, hein, d'une manière générale, l'être humain n'aime pas le changement, mais il faut l'avoir en tête et parce que le monde change très vite. Et en fin de compte, oui. Oui, est-ce que je vous ai pas très bien entendu, excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter? Désolé, je me suis idée de te fermer le micro. Vas-y, allez-y. Ah, pardon, ok, super. Donc la négociation, ça peut prendre non seulement plusieurs jours, mais aussi plusieurs années. Donc finalement, il faut avoir un aspect autant qui soit relativement, souple. Et dans cette partie négociation, vous pouvez aussi le faire dans ce qu'on appelle les repas d'affaires. Que généralement, alors toutes les négociations ne se font pas dans les repas d'affaires. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de repas d'affaires en Chine où finalement, vous avez négocié avant, vous allez passer un moment avec votre interlocuteur qui a réuni tous ses partenaires. Généralement, c'est comme ça, et vous passez un bon moment. Une petite anecdote hein, en termes de négociation en Chine qui m'est arrivée, c'est que donc je suis arrivé voir mon client importateur à telle date, je crois que c'était un vendredi, on commence à discuter, on négocie, etc. Je lui présente mes produits et mes prix, et puis voilà, la négociation se fait, mais on n'aboutit à rien le jour même. Donc le soir, on part ensemble donc dîner, donc il m'invite à un repas d'affaires avec tous ses convives et ses partenaires, hein, et principaux directeurs. Généralement, il vous invite soit avec ses partenaires, soit avec ses meilleurs clients. Voilà, pour leur montrer que, vous voyez, c'est le fournisseur qui vient de l'étranger, qui peut aussi prendre du bon temps avec nous. Et puis on passe un bon moment, on dîne ensemble, vous voyez, dans les tables rondes, je vous montrerai les photos tout à l'heure. Donc on boit du vin rouge, on boit du baijiu, hein, l'alcool de riz chinois. Et j'arrive le soir, je suis complètement, je suis complètement perdu parce que j'ai beaucoup bu, j'ai pas pu me contrôler, etc. Donc j'arrive le soir, je suis pas bien. Et le lendemain matin, je retourne le voir à 9h pour faire un point parce que je devais partir, j'avais le train à midi. Et là, j'arrive complètement fatigué, j'avais l'air vraiment pas bien du tout. Et là, il me dit bon, écoute, voilà, je te passe ça comme commande, ça, voici. Et je me suis dit, super cool, je suis très content, merci pour ta commande. Mais je pensais pas du tout. Je me suis dit, bon, on a négocié hier, ça aboutit à rien, on a passé un moment moyen. Comme quoi, vous voyez le fait de. Alors, pendant le repas d'affaires, on passe du bon moment, puis vous essayez aussi de valoriser vos interlocuteurs, bien sûr, essayez de prendre
Je dirais, vous transmettez vos cartes de visite et vous essayez de comprendre qui fait quoi dans ces repas et vous valorisez un maximum celui qui vous a invité parce que c'est grâce à lui que vous êtes là et comme quoi, vous voyez, c'était une bonne expérience. Soyez généreux, hein, quand vous allez en Chine parce que quand vous allez en Chine, votre client, voilà, il vous invite au resto, parfois même il vous invite, il vous paye l'hôtel, il vous paye plein de choses. Donc par contre, voilà, quand il vient en France, il faut qu'on fasse la même chose parce que j'estime qu'effectivement, ça soit réciproque. Donc soyez généreux et humbles. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment bien, c'est que vous offrez un petit cadeau, un petit produit, vraiment spécifique, soit de votre région, ou soit du produit ou un produit local ou national, hein, quand vous êtes là-bas, avec un beau packaging pour soit l'importateur ou soit pour son épouse. Ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Et ne vous en faites pas s'ils n'ouvrent pas votre cadeau sur le moment, c'est normal, hein, on l'ouvre généralement le cadeau, on l'ouvre plus tard, parce que si jamais on ouvre le cadeau que ça ne nous plaît pas, bon, on ne veut pas faire perdre la face à l'interlocuteur. Donc voilà, ça fait partie des choses à savoir. Et dernière chose, à Rome, faites comme les Romains, c'est une expression que quand j'ai appris le chinois, vous voyez, Zhou xiang sui su, ça veut simplement dire qu'il faut s'adapter au marché. Donc, vous voyez, vous regardez, vous adaptez, vous analysez et tout se passera au mieux. Les Chinois sont très gentils, très adorables, mais d'excellents et de fins négociateurs. Parfois, il faut savoir mettre des limites parce que sinon on se fait complètement déborder et ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Alors, je reprends une citation de Deng Xiaoping que vous connaissez, hein, c'est celui qui a ouvert la Chine au monde entier. C'était le bras droit de Mao. Il est venu en France pour faire ses études. Il a travaillé même dans une industrie automobile. Il a écrit ceci: peu importe que le chat soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape les souris. J'ai trouvé cette citation très bien. Et donc, grâce à lui, vraiment, la Chine a décollé, hein. La Chine a décollé depuis, vous voyez, depuis les années 1980-82. C'est grâce à lui que les entrepreneurs en Chine ont pu créer leur structure privée et et ont pu développer déjà des relations internationales avec les États-Unis et ensuite avec l'Europe également. Alors, comment est-ce qu'on négocie avec les Chinois? Alors là, je vous ai mis une image de jeu d'échecs parce que moi, je joue aux échecs, hein, mes enfants aussi. Mais en Chine, ils jouent plutôt ce qu'on appelle au jeu de Go ou au jeu d'échecs chinois, hein, donc c'est encore plus difficile. Les règles sont simples, mais après les stratégies sont multiples et infinies. Donc quand vous allez voir votre prospect, votre client, il faut déjà être ami avec celui-ci. C'est-à-dire que vous passez plusieurs heures avec lui à discuter de tout et de rien, à boire le thé quand vous allez le rencontrer et ne pas forcément au premier rendez-vous attendre de votre interlocuteur qu'il vous passe une commande tout de suite. Ça, c'est pas forcément ce qui va se passer en règle générale. Il faut attendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Faites-lui confiance si vous sentez effectivement que la confiance est réciproque, bien évidemment, en mettant des barrières et des limites. Moi, je vous conseille, enfin, c'est ce que j'ai pu observer, c'est qu'il faut toujours garder un joker, c'est-à-dire que quand vous allez voir un importateur en Chine ou un partenaire chinois, vous présentez votre société, vous présentez vos produits, vos offres, mais ne sortez pas vos atouts directs, hein. C'est-à-dire que vous gardez une partie de négociation derrière parce que vous allez avoir une série de négociations qui va suivre et on va vous demander les meilleures conditions, que ça soit tarifaire ou de paiement par la suite. Donc gardez votre joker, c'est très important, parce que ça fera partie des négociations et en Chine, comme on négocie quasiment tout, à moins que vous ayez un produit qui soit vraiment exceptionnel et que tout le monde s'arrache, un peu comme le Penfold. Là, on négocie pas les prix puisque les Australiens ont été très malins. Ils ont imposé des prix de revente et des prix de revente à leurs clients finaux. Et en plus de ça, il y a des quantités très limitées, ce qui fait que c'est quasiment impossible de négocier ces prix-là. Donc la notion de contrat, on en a parlé tout à l'heure. Donc notion de contrat. Quand vous signez un contrat, voilà, c'est le début d'une collaboration et il faut absolument s'attendre. Ça peut changer comme ça peut ne pas changer. Une règle, tant que le client n'a pas payé, ben, je vais vous dire, le contrat il peut changer autant de fois qu'il voudra. Donc moi, ce que je conseille toujours, quand vous voulez développer votre activité avec la Chine, que ça soit un produit industriel ou un autre produit,
à partir de la commande, vous pouvez très bien, si vous avez un délai de fabrication de 2 à 3 semaines ou plus, vous pouvez très bien lui dire: «Écoutez, OK, parfait, on signe le contrat, mais à la commande, je demande quand même 30 et ensuite 70 comme vous le souhaitez, avant l'enlèvement ou autre». Parce que sinon, si vous ne faites pas le paiement, ça va changer tout le temps. Donc fixez vos limites avant la négociation, limite maximum dans laquelle vous ne pouvez plus dépasser votre prix de vente et vos conditions de paiement. Sinon, vous allez, parce que vous avez la pression de votre N+1, parce que vous avez votre propre pression parce qu'il faut vendre, non. Non, il faut garder aussi notre marge de négo et voilà, il faut être tout à fait honnête, hein. Moi, je leur dis à mes clients: «Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de marge sur ce produit-là, je ne peux pas te le faire. Par contre, sur ce tel autre produit, je peux peut-être te faire une remise, mais bon, condition». Donc, faut essayer de détecter les ruses et stratagèmes. C'est pas évident parce que souvent, vous avez beaucoup de Chinois qui parlent pas l'anglais ou pas très bien l'anglais, donc vous faites intervenir des traducteurs ou encore mieux, bon, vous avez votre propre équipe qui est sur place, donc là, c'est mieux qu'ils parlent la langue, ça, c'est le mieux. Mais quand vous négociez, le mieux, c'est que vous faites intervenir soit des Chinois locaux, hein, c'est mieux comme ça, vous avez je dirais la meilleure force possible. Sinon, écoutez, vous allez sur place et vous négociez. Alors, il y a certains importateurs qui aiment bien négocier avec les étrangers, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, chacun son style. Mais regardez, les ruses, stratagèmes, il y en a plein. Je pourrais en citer plein, mais ça peut être très bien. Ils vont toujours vous demander l'impossible, hein. Les Chinois, ils vont vous dire: «Bon, voilà, je veux ça à tel prix». Ah attends, mais ce que tu me demandes, c'est complètement irréalisable, mais c'est même pas possible. Et là, je pense qu'il faut leur expliquer clairement comment ça se passe, sans être tout à fait orgueilleux et leur expliquer: «Désolé, non, ce sera pas comme ça» et cetera. Et vous verrez que tout redevient normal si vous parce que si vous commencez à aller dans leur sens, parfois ça peut être très compliqué. On ne peut pas revenir en arrière, hein. Quand vous avez affiché un truc, c'est compliqué. Alors, stratégie à mettre en place. C'est du bon sens, encore une fois, hein, il n'y a rien de très exceptionnel, mais il faut le savoir. S'adapter au marché. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez beaucoup de sociétés en France qui exportent en Chine, qui exportent ou pas, hein, d'ailleurs, à l'étranger, mais qui ne savent pas s'adapter au marché. Vous avez des sociétés en Chine, je prends l'exemple de Carrefour, qui finalement, il y a quelques années, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui a carrément cédé ses parts de marché à Suning, hein, c'est une autre société de distribution en Chine qui n'a pas réussi à percer sur le marché chinois. Alors que Walmart, c'est l'un des plus gros opérateurs de grande distribution américaine, qui est toujours sur place. Donc, les sociétés françaises ont un peu de mal à s'adapter au marché, y compris nous, hein. Quand je dis s'adapter au marché, c'est s'adapter au goût des clients et à ce qu'ils veulent. Si les clients ils veulent telle couleur, tel packaging, tel goût, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir se rapprocher de cela. Parce que je vous ai mis l'indice Big Mac, hein, ça vous connaissez l'indice Big Mac. Le Big Mac que vous achetez à Paris, il n'a pas le même prix que vous l'achetez à New York, à New Delhi ou en Chine. Okay. Je crois même que le Big Mac le moins cher, il doit être l'un des moins chers, il doit être à Hong Kong. Et les plus chers sont dans les pays du nord de l'Europe. Avoir une équipe sur place, sur le terrain, c'est encore mieux. Bureau de représentation, bien sûr, ça c'est le mieux. Les échantillons sur place, c'est encore mieux, que ça soit un produit physique, bien évidemment. Les moyens de paiement, bien les sécuriser. Alors, moyens de paiement, de toute façon, un bon client, ce que je dis toujours, un bon client, c'est un client qui paye, hein. Vous pouvez avoir un client qui vous fait 100 000 € de chiffre d'affaires, s'il ne paye pas, c'est pas la peine de continuer. Donc, 100% avant. Soit vous demandez 100% avant, soit vous faites 50-50, vous voyez, 50% avant enlèvement, 50% contre remise documentaire. Donc, remise documentaire, c'est que, vous voyez, 15 jours avant que le container arrive au port de Chine, le client vous paye et à partir de ce moment-là, vous lui libérez les documents export qui vont lui permettre de dédouaner la marchandise. Sans ça, il ne pourra pas dédouaner, la marchandise sera bloquée. Ou alors, vous pouvez faire, si vous voulez, des lettres de crédit. Lettre de crédit à 60-90 jours, là, c'est très bien aussi. Tout le monde ne le fait pas. Je recommande de le faire uniquement sur des commandes avec des valorisations assez importantes. Les réseaux sociaux en Chine, il y en a beaucoup, mais nous, ce qui peut nous intéresser principalement, c'est WeChat et TikTok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis sur WeChat
personnel. Il existe maintenant un WeChat Pro en Chine. Les sociétés chinoises, une partie des sociétés chinoises l'ont, ce qui vous permet d'enregistrer tout l'historique de conversation avec vos clients, et que quand un salarié part d'une société, qu'il n'utilise pas son WeChat personnel, mais qu'il utilise le WeChat professionnel. Voilà, c'est ce qu'avait rencontré pas mal de sociétés en Chine. Voilà. Et vous avez TikTok. Nous, on l'a en France, le TikTok français. On n'a pas accès au TikTok chinois. Quand vous téléchargez l'application en France, c'est le TikTok européen. C'est un autre format en Chine. Quand je l'ai téléchargé et le regardé, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des KOL. Ce sont des personnes aujourd'hui qui font beaucoup de live streaming, des Chinois ou des étrangers qui vont proposer votre produit sur une plateforme en live et qui vont promouvoir votre produit. Donc certaines grosses sociétés comme Danone ou autres le font. Donc il faut intervenir les gens. Ils donnent un billet et ça se fait très bien en Chine. Et suite à ça, vous avez tous les Chinois qui achètent sur leur site de e-commerce. Vous pouvez acheter sur WeChat, sur plein de plateformes en Chine. Donc voilà, par rapport à l'aspect Chine. Je regarde. Voilà, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on a commencé la conférence. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter quelques photos de mes différentes représentations en Chine. Et puis après, on aura un échange si vous avez des questions sur le marché. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était l'année dernière. Alors, on était les derniers Français arrivés au salon de CIE en Chine. Alors, le CIE, c'est un salon d'État chinois qui a été créé il y a 3-4 ans, qui était réservé uniquement au départ aux sociétés étatiques de Chine. Et là, ça s'est élargi aux sociétés étrangères pour pouvoir avoir des représentations. Notamment, nous, on avait un stand avec un confrère c'était l'entreprise FIVA qui nous représentait. Donc, on a l'occasion de parler à différents médias. Là, c'était mon interview en 2019 avec Erwan Maurice, donc sur Chineco, qui existe toujours. Comment développer négocier avec les Chinois. Donc ça, c'était une interview que j'ai fait avec le China Daily. Donc ça, c'est sur un salon en Chine. Vous avez les importateurs qui arrivent, vous faites votre dégustation, vous présentez vos produits. Et là, vous avez les banquets chinois. Voilà, les banquets. Donc là, c'est un client qui est basé à Wenzhou en chinois. Wenzhou, c'est dans le sud-est de la Chine, c'est au sud-est de Shanghai. Et donc, pour votre information, il y a beaucoup de la communauté chinoise en France, principalement à Paris. Eh bien, elle est issue de cette région, principalement. Et donc, ce sont des personnes qui sont très commerçantes et extrêmement fortes dans le commerce. Et donc là, mon importateur est ici. Donc là, alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous dégustez du vin, vous pouvez avoir du salé, du sucré, oui, vous avez des fromages, vous avez de l'épicé, vous avez un peu de tout. Donc, c'est pas toujours évident de trouver le bon vin pour les mets chinois. Bien qu'on a quand même des solutions. C'est-à-dire que vous avez un plat chinois qui est très connu qui s'appelle la fondue chinoise. C'est une espèce de bouillon où vous mettez plein d'épices dedans, vous faites cuire tous vos légumes, votre viande. Et donc, il y a certains vins qui vont parfaitement avec ce plat-là. Alors, je recommande, moi, tout ce qui est vin de Côte-du-Rhône, parce que vous avez le Grenache et le Syrah qui sont des vins relativement épicés. Et aussi les sauternes. Les sauternes sont à la fois sucrés, mais le sucre et l'épice vont très bien ensemble. Quand vous dégusterez une fondue chinoise, vous pourrez essayer l'un de ces vins aussi. Donc là, j'ai rendu visite à un importateur à Shanghai, gros importateur qui représente pas mal de marques. Vous voyez, vous avez même la marque Penfold qui est juste ici, on en parlait tout à l'heure, et puis après toutes les marques européennes ou étrangères. Donc là, on est sur le salon FIVA. Donc ça, c'est un salon. Alors, tous les ans en Chine, vous avez un gros salon au mois de mars qui s'appelle le salon de Transhué. C'est le plus grand salon des alcools. Là, il a lieu en ce moment en Chine. Il y a eu 3 jours de représentation dans les hôtels. Et là, on commence les 3 prochains jours sur la partie salon. Donc, c'est là où tous les importateurs traditionnels de Chine
vont sur place et invitent leurs distributeurs à venir déguster leurs nouveaux produits. Et aussi, nous, en tant qu'exportateurs, on a aussi des stands pour aller présenter nos produits. Donc là, c'était un autre banc à la suite d'un banquet à Shanghai. Voilà, là, c'est un importateur dans le sud de la Chine qui représente notre marque de vin. Là, on est du côté de Shanghai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez de la métropole de Shanghai, les Shanghaïens, généralement, apportent des vins plutôt premium. Je dirais minimum entre 5 à 10-12 euros. Ils sont très friands de tout ce qui est Margaux. L'appellation Margaux en Chine se vend très bien. Pomerol aussi. Et puis après, vous avez tout l'aspect grand cru classé. En sachant que sur les grands crus classés de Bordeaux, vous avez un pôle, c'est le pôle Rothschild qui se vend le plus en Chine. C'est tout ce qui est Château Lafite, premier cru classé. Vous avez du Armilon, vous avez Clermilon, Armagnac, voilà, notamment. Donc, généralement, les grands crus classés sont importés à Hong Kong et ensuite redistribués sur la Chine continentale, bien qu'il y a certains importateurs qui importent directement leurs grands crus en Chine. Donc là, on est à Shenzhen. Donc là, c'est encore un grand banquet. Alors là, c'était drôle parce que là, vous voyez, on était invités et vous aviez tous les fournisseurs du client. Donc le client, il est là, l'importateur, et vous aviez tous les fournisseurs à côté. Donc tous mes concurrents, en fait. Alors bon, moi, ça ne me dérange pas. C'est assez rare de faire ça en Chine, mais bon, ça se fait. Ça permet justement de rencontrer les uns les autres. Oui. Donc là, c'était dans un restaurant typique à Guangzhou, l'une des régions les plus renommées. Alors Guangzhou, c'est une très belle région pour la gastronomie chinoise. On y mange très très bien, elle est très réputée. Donc là, c'est dans nos locaux à Bordeaux. Et puis ensuite, vous voyez, vous avez monsieur Roland David, c'est le directeur agrotech de Shanghai Business France. Quand vous avez des questions, des recommandations, des remarques, vous pouvez leur demander des conseils également, puisqu'ils ont leur équipe qui est basée directement sur place. Et voilà, pour bientôt terminer cette conférence, eh bien, quelques recommandations si la Chine vous intéresse ou si vous voulez lire des ouvrages. Vous avez le Grand Paradoxe qui a été écrit par Jean-Pierre Raffarin en 2018, qui résume relativement bien ce qui se passe en Chine maintenant. Donc l'art de la guerre, Sun Tzu, si vous voulez développer votre aspect négociateur. 2 autres livres aussi à lire absolument, Réussir sur le marché chinois, 100 dirigeants révèlent les secrets du casse-tête chinois, par une chinoise Chuan-Yen Li. Et puis Réussir ses négociations avec les Chinois, subtilité, expérience, etc. par Maurice Herzstal et Anne-Laure Monfray. Et puis encore plein d'autres ouvrages qui sont disponibles. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, écoutez, on peut en discuter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et c'est l'occasion d'échanger si vous avez des remarques. Merci beaucoup Jean-Charles. On voit que si tu t'es beaucoup entraîné, tu as fait tes gammes, tu as fait tes dents, là, c'est à travers tes interventions dans des grandes écoles. Apparemment, tu es tout à fait habitué à ce type de présentation, tout à fait limpide, concis et tout à fait intéressant. Je voudrais simplement ajouter qu'à la fin, tu as listé 4 livres, donc plusieurs livres, 4 livres, et je suis en train de discuter avec Maurice Herzstal. Donc, je vais l'inviter à présenter son livre, Comment négocier avec les Chinois. Je vais également prendre, je connais très bien la fille Li Chunyan, donc je vais également lui demander de venir nous présenter Bien sûr. son livre. Donc voilà, donc les projets sont en cours. Maintenant, la parole est à la salle, donc vous pouvez tout à fait poser vos questions. Et je vu qu'il y a beaucoup de commentaires, mais malheureusement, je n'ai pas de temps pour tout lire. Et je vous propose de lever vos mains, que vous avez la possibilité de lever la main pour demander la parole. Donc voilà, maintenant c'est à vous de commencer à poser la question. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas comment lever la main, excusez-moi. En fait, je trouve votre présentation est très, très intéressante et vous connaissez bien la culture chinoise. Et puis, ma question, c'est que les importateurs chinois,
pourquoi ils vont passer par les exportateurs français? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'adresser directement au domaine des vins? C'est quoi votre rôle, en fait? Alors oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, les importateurs chinois avaient très peu de réseau dans la partie fournisseur de. Je vais parler du marché du vin, on reste dans le marché du vin, en France. Ce qui fait qu'en fin de compte, ils passaient toujours par soit je dirais des salariés qui sont basés en France, qui travaillent pour des domaines et qui vont exporter. Maintenant, c'est en train de changer. Effectivement, vous avez raison. Par exemple, moi, j'ai un de mes clients qui m'a dit pas plus loin qu'hier, il m'a dit, ça fait 3-4 ans que je négocie en direct avec certains châteaux, sans passer par des négociants ou des exportateurs, pour signer des contrats d'exclusivité. J'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est vrai que ça fait partie de quelque chose d'important. Quand vous voulez exporter en Chine, la plupart des importateurs vont vous demander l'exclusivité. Donc ça, c'est à mettre sous condition, bien évidemment, ça fait partie de la négociation. Mais vous avez raison, de plus en plus d'importateurs qui souhaitent passer en direct par les domaines. Mais ça va dépendre de plein de choses. Déjà, ça va dépendre de votre structure en Chine. Est-ce que vous avez les moyens d'aller faire du sourcing en France, hein? C'est quand même pas forcément évident. Il faut parler français ou au moins l'anglais. Mais voilà, effectivement, il y a cet aspect-là qui joue. Et c'est vrai que les importateurs de Chine, maintenant, certains en tout cas, préfèrent passer directement par des domaines, en sachant que nous, en tant que négociants, on sait très bien qu'il y a certains, par exemple, châteaux qui n'exporteront jamais en direct au client final parce que tout simplement, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas de force de vente, hein. Forcément, ils sont obligés de revendre leurs produits aux négociants ou d'autres structures. D'accord. Donc, votre rôle, est-ce que vous achetez du stock ou achetez des vins pour stocker et puis pour revendre, ou vous êtes simplement agent intermédiaire entre l'importateur et le domaine? Alors, il y a deux aspects. Vous voyez, vous avez l'aspect négoce pur, hein, donc négoce pur, c'est achat-revente. Généralement, les négociants ont ce qu'on appelle des contrats, je dirais plus ou moins d'exclusivité ou de suivi avec certains domaines. Par exemple, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, on a chaque année des contrats qui sont renouvelés. On va acheter l'ensemble de la vendange chaque année. Donc, il y a un suivi qui est fait. Par la suite, on peut aussi aller chercher des lots dont on ne dispose pas. Par exemple, tel client souhaite avoir tel vin. On peut aussi faire appel à notre cellule achat pour aller chercher ces vins-là, que ça soit sur les crus classés ou sur d'autres appellations. Donc vous avez l'aspect négoce pur, hein, achat-revente, et puis ensuite on va faire du sourcing directement sur le marché. Ok, bon, merci beaucoup. Oui, donc maintenant, il y a une contre-question. Maintenant, la parole est à Honor. Honor, oui. C'est à vous. Allez-y. Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais juste poser une question. Pourquoi le marché n'est pas développé sur le nord de la Chine? Alors, très bonne question. Si vous voulez, bon, le marché des alcools en Chine, le marché des alcools en Chine, c'est une histoire ancienne. Faut savoir qu'en Chine, principalement, ce qu'on boit comme alcool, vous avez deux types. Vous avez le baijiu, hein, c'est l'alcool de riz chinois qui fait à peu près 60 degrés. C'est la marque phare, c'est le Mao Trai, hein, que vous retrouvez partout. Vous avez après plein d'autres types d'alcool de riz. Et ensuite, vous avez la bière. D'accord ? Eh bien, plus vous allez, effectivement, vous avez raison. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez sur la Chine plusieurs régions très, très, très diverses. Et ce que j'ai pu remarquer, moi, c'est que plus vous allez dans le nord de la Chine, eh bien, plus ils consomment du baijiu à Pékin, dans le nord de la Chine, dans le Heilongjiang, etc. Et plus vous descendez, vous avez, donc à Shanghai ou dans le sud, ils vont consommer du vin. Alors, c'est lié à plusieurs aspects. Un des aspects, par exemple, c'est que dans le nord de la Chine, si vous voulez, les Chinois sont plus robustes, ils sont plus grands généralement, ce qui fait qu'ils tiennent beaucoup mieux à l'alcool que, par exemple, certains Chinois du sud, hein, donc il y a l'aspect aussi, on va dire, physique. Et puis historiquement,
historiquement, c'est vrai que les Chinois du Nord ont plutôt cette tradition de boire l'alcool de riz chinois dans le Nord que plutôt dans le Sud. Donc, il y a, je dirais, il y a l'aspect culturel, c'est tellement grand la Chine, vous avez du nord au sud des disparités qui sont vraiment énormes, qui fait que quand je vais par exemple dans le sud de la Chine, je bois très peu d'alcool de riz. Par contre, quand je vais à Pékin, quand je vais dans le Shandong, quand je vais dans le nord-est de la Chine, effectivement, le baijiu est servi systématiquement. Alors, on aime ou on n'aime pas. Bon, moi, je ne suis pas forcément hyper fan, hein, personnellement, mais voilà, ça fait partie de la culture, donc il faut faire avec. Et voilà, je pense. Mais c'est en train de changer, hein. C'est pas parce que vous êtes à Pékin que vous n'allez pas boire un bon verre de chardonnay ou un bon verre de cabernet sauvignon, hein, bien évidemment. Ça fait partie des mentalités. En sachant que j'en ai pas parlé aussi, les Chinois produisent énormément de vin maintenant. Que ce soit dans la région du Shandong, dans la région j'ai oublié la province, mais qui produit énormément de vin aussi, et ils font maintenant des très bons vins de qualité. Alors, vous allez voir dans les prochaines années, maintenant ça ne se voit pas trop, mais du vin chinois qui va débarquer dans les rayons. Et ça, c'est vrai. J'ai dégusté, moi, une fois un cabernet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez certaines régions de Chine. Alors, vous avez beaucoup d'œnologues français qui sont basés là-bas pour certains domaines, qui travaillent là-bas et qui travaillent là, qui font du bon boulot. Mais vous voyez, par contre, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100 bouteilles, je dirais, non, on ne va pas le présenter comme ça. Vous avez majorité du marché qui est produit en Chine, et après une petite partie qui est importée. C'est-à-dire que les vins. Ok, Jean-Charles, Voilà. excusez-moi, Oui. parce qu'il y a beaucoup de questions, on va essayer de laisser un peu placer aux... D'accord. Justement, tout à l'heure, j'avais une question, finalement, vous avez déjà répondu, du coup, j'ai laissé la place à Xiao Qingling. D'accord, super. Voilà. Super. Allez-y, Xiao Qing. Oui, bonjour Jean-Charles. Bonjour. Oui, j'ai juste une question. Comment vous faire face à la crise et à la baisse de chiffre d'affaires d'exporter à la Chine en ce moment, vu que la baisse était quand même assez conséquente, je trouve. Oui, tout à fait. C'est vrai que, alors, sur le marché chinois, c'est vrai que nous, on a connu, je dirais, nos heures de gloire sur plusieurs années, de 2010 à 2013. Après, vous avez eu un pic en 2017. On fait face aujourd'hui à un phénomène qui est assez compliqué, c'est qu'on a une concurrence internationale qui est de plus en plus rude, ce qui fait que nos parts de marché sont de plus en plus grignotées. Comment on fait face à la crise? Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est absolument avoir des relais sur place. Quand je dis des relais, c'est que vous devriez avoir des collaborateurs chinois ou étrangers qui sont sur place pour aller voir vos importateurs en direct. Parce que, si vous voulez, les Chinois, ils adorent négocier, mais ils adorent négocier en face à face. Alors, le côté humain. C'est le côté humain. C'est très bien de prendre WeChat et de faire des vidéoconférences. Mais comme le client chinois est très à peur, si vous avez un client qui arrive demain matin en direct, en physique, il va préférer le côté physique au côté distanciel. Donc, pour faire face à ça, il faut absolument avoir une équipe en Chine. C'est essentiel. Il faut avoir soit des Chinois, soit des Français ou des étrangers sur place, et aller sur le terrain tout le temps. La concurrence est très dure en Chine, que ça soit dans le vin ou dans d'autres domaines. D'accord. Les Chinois sont très sollicités. Oui, tout à fait. Donc, votre stratégie principale, c'est d'écouter l'humain, de garder cette... il faut être force de proposition, s'adapter au marché et aller les voir très régulièrement parce qu'ils sont très sollicités, et être force de proposition. D'accord. Merci Jean-Charles. Oui. Merci. Olivier, c'est à vous alors. Merci. Il y a une question sur Oui, bonjour Olivier. Bonjour. J'ai entendu que le taux de taxe
pour le marché chinois, pour les vins français, plutôt 45% pour l'instant. C'est pour ça que ma question, je pense qu'on est tous des membres de l'OMC, la France, l'Australie et la Chine, et on a le principe de l'égalité, aussi le principe du pays le plus favorisé. Mais pourquoi le taxe pour les Australiens baisse, mais le niveau de taxe pour les Français stagne? Alors, très bonne question, Olivier. Alors, quand vous êtes l'Australie ou le Chili, vous êtes un seul État, c'est beaucoup plus facile de négocier en étant un seul État avec la Chine que quand vous êtes au sein d'une Union européenne. La France, c'est un pays, bien évidemment, mais on fait partie de l'Union européenne. Donc, si vous voulez négocier aujourd'hui la France avec la Chine, eh bien, pour faire baisser les droits de taxe, il faut que ça soit l'Union européenne qui négocie avec la Chine. Et donc là, c'est plus pareil. Vous voyez, on est maintenant 27 dans l'Union européenne. C'est plutôt compliqué de négocier. Alors, effectivement, les vins français sont toujours taxés à hauteur de aux alentours de 48% pour les vins français. Ça rapporte énormément à l'État chinois. Il n'est pas de question de baisser les taxes pour le moment parce que ça fonctionne très bien comme ça. Et par contre, ça nous fait mal parce qu'on perd des parts de marché, bien évidemment. Et voilà, donc notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'au sein de l'UE, on est au sein de l'UE. Donc c'est l'UE, c'est la présidente de l'UE qui doit aller négocier avec les gens. Et c'est plus difficile quand vous êtes 27. Il faut déjà qu'on se mette d'accord à 27 et ensuite vous allez négocier avec les Chinois. Que vous êtes le Royaume-Uni ou que vous êtes les États-Unis, là, c'est différent. Donc, Merci. Voilà. Merci. Alors maintenant, Ting-Song, vas-y, Ting-Song. Oui, merci. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, c'est très intéressant votre présentation. Je voudrais vous demander de faire quelques commentaires sur la tension commerciale entre l'Australie et la Chine et son impact pour l'exploitation du vin français. Ah oui. Merci. Merci. Effectivement, très bonne question. Alors depuis l'année dernière, le gouvernement chinois a décidé de mettre des taxes sur les vins australiens. Suite aux annonces qui ont été faites par le gouvernement australien concernant la politique intérieure de la Chine. Donc les Chinois ont tout de suite répliqué par rapport à ça en mettant des droits de taxe. Et maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque certains produits agroalimentaires australiens sont carrément bannis du socle chinois. Donc ça, effectivement, c'est compliqué pour eux. C'est une opportunité pour les Européens à saisir, parce qu'ils ont pris énormément de parts de marché depuis ces dernières années, et c'est à nous maintenant de saisir les opportunités. Mais c'est vrai que quand vous mélangez la politique et le business, ça ne fait pas bon ménage. Donc voilà, les Australiens ont annoncé certaines choses, je ne vais pas y revenir, et puis ce n'est pas l'objectif du débat, mais par rapport à la politique intérieure de Chine, bon, effectivement, les sanctions sont tombées, et voilà, donc c'est à nous, Français, de saisir les opportunités dès maintenant, hein, pour reprendre les parts de marché. Parfait. Ok, Jean-Paul, allez-y alors. Paul ou Jean-Paul? Oui, merci Jean-Charles pour la présentation. Oui, de rien. J'ai une question, c'est que, bon, il y a une petite PME française qui cherche à exporter en Chine. Oui. Et comme PME, ils n'ont pas le moyen, vous voyez, d'avoir un bureau en Chine. D'accord. Alors, on pensait au cross-border, vous voyez, actuellement. Tout à fait. Voilà. Et est-ce que tu as une expérience dans ce domaine-là où tu peux partager ton expérience ou quelqu'un de la communauté peut nous dire plus? Alors, concernant le cross-border, ça s'est développé depuis quelques années. Notre société a fait le choix de ne pas le faire parce qu'on avait déjà un réseau de distribution qui était déjà établi. Je dirais que pour commencer avec le marché chinois, pour une société qui veut exporter en Chine, c'est peut-être pas la meilleure des solutions de passer par le cross-border pour plusieurs raisons. Parce que ça nécessite déjà une très bonne connaissance du marché. Ensuite, c'est sur des produits avec des faibles quantités, c'est-à-dire que vous allez exporter vos produits et les mettre à disposition sur le marché chinois avec des faibles quantités. C'est intéressant, le cross-border, sur des produits à haute valeur ajoutée.
Mais sur des produits faible valeur ajoutée, pour moi, l'intérêt n'est pas là. Sinon, à part ça, je n'ai pas plus d'expérience à vous apporter sur le cross-border que ça peut être dans le groupe. Vous avez d'autres expériences, mais je dirais que pour se lancer sur le marché chinois, déjà, voilà, concentrons-nous sur le marché existant, traditionnel. Il y a déjà des choses à faire. Et ensuite, on peut voir comment évoluer la stratégie de développement. D'accord. Bien, parfait. Merci. Alors, Li Xiang, maintenant c'est à vous, là, Li Xiang. OK, merci Jérémy. Bonsoir, monsieur Ledelier. Oui, donc, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai remarqué que vous êtes d'origine de la région de la Champagne. Donc, également sur la présentation, donc justement, j'ai vu que sur le marché chinois, au niveau de la Champagne, donc ça restait, on va dire, une partie, on va dire, assez faible par rapport, on va dire, le vin. Oui. Donc, est-ce que donc, vous pouvez parler un petit peu de votre expérience? Est-ce que la Champagne, il aura une croissance quand même petit à petit ou pour quelle raison pardon, c'est pour quelle raison donc la Champagne bon, voilà, merci. D'accord, merci pour la question. Alors effectivement, le marché du vin, le marché du champagne en Chine reste relativement faible puisqu'on exporte 2 millions de bouteilles de champagne par an en Chine, un peu moins de 2 millions de bouteilles, tandis que si vous faites le comparatif avec le Royaume-Uni, par exemple, vous êtes à 27 millions. Donc c'est énorme. C'est le plus gros marché d'ailleurs à l'export pour les vins de champagne. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui font que le champagne a du mal à percer en Chine. Pour moi, c'est un aspect déjà lié à la qualité intrinsèque du vin. C'est-à-dire que vous avez un vin déjà qui est relativement riche en acidité, qui est consommé de manière fraîche et avec des bulles. Eh bien, si vous voulez, ce cocktail de ces trois aspects, c'est pas ce que les consommateurs chinois recherchent en priorité. Et en plus de ça, vous avez un quatrième aspect qui est non négligeable, c'est le prix. Une bouteille de champagne, effectivement, c'est quasiment l'équivalent d'un cran cru. Donc, l'aspect prix est important, mais aussi la qualité intrinsèque du vin. C'est-à-dire que beaucoup de Chinois n'acceptent pas de déguster des vins qui sont relativement, je dirais, acides, hein, pas tous, mais c'est cet aspect dégustatif qui n'arrive pas à percer. Et pour moi, le marché du champagne, ça va très bien marcher pour les grandes marques. Moët et Chandon, vous avez Louis Roederer, vous avez Krug, etc. Les marques qui marchent très bien. Par contre, c'est plus difficile pour les petits récoltants ou les petites structures qui veulent exporter parce qu'elles n'ont pas cette notoriété. Et en Chine, la marque est très importante. Donc voilà, le champagne. Je ne sais pas si ça va continuer à se développer, mais voilà. Sachant que les Chinois préfèrent bien sûr la couleur rouge, hein, qui est toujours synonyme aussi de prospérité et de richesse. Voilà. C'est intéressant de savoir que finalement, la couleur joue dans ce que vous venez de dire. C'est tout à fait intéressant. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages personnels pour demander la parole. Mais je vous suggère de faire la queue. Parce que simplement, vous cliquez sur la partie, la réaction, et vous avez une main. Vous cliquez sur la main, vous êtes dans la queue. Donc, moi, je vais choisir les gens en fonction de la main que vous avez levée. OK, maintenant, c'est Yang Ye. Alors, Yang Ye, c'est à vous maintenant. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour. Je voudrais savoir quels sont vos principaux réseaux de distribution, de circuits de distribution chez vous, pour vous en Chine? Avec qui vous travaillez le mieux? Les importateurs, les autres e-commerce D'accord. Principalement, nous travaillons à grande majorité avec les importateurs traditionnels qui importent la marchandise, qui la stockent et qui ont leur propre circuit de distribution. Donc en fait, nous, comment dirais-je, on ne va pas directement aller voir le caviste de Shanghai ou le caviste de Pékin ou le grossiste de Tianjin. On travaille vraiment avec des professionnels qui connaissent bien le marché du vin, c'est important,
ces importateurs traditionnels qui ont la licence d'importation, bien évidemment, et qui ont ensuite leur propre réseau. Alors, on arrive à savoir à travers nos importateurs vers quel circuit distribution ils vont, mais généralement, Vous ne travaillez pas avec. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. OK. Et en e-commerce, vous ne faites pas du tout. Alors, e-commerce, on n'en fait pas en direct. On sait que nos produits sont distribués sur certaines plateformes comme Alibaba et JD.com, mais on n'est pas en direct avec eux. C'est plutôt difficile d'y rentrer. Voilà, il faut avoir encore une fois ce qu'on disait, le bon réseau au bon moment. Donc ça veut dire que c'est votre distributeur qui va vendre sur le e-commerce chez Alibaba. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Bien. Maintenant, la parole est à Lee, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Jean-Charles. Bonsoir. Oui, j'ai une petite question. En fait, je sais que le marché des vins en Chine, ils sont pas vraiment réglementés. Donc, sur le marché, je pense qu'il y a un problème, c'est le niveau de contrefaçon. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça, c'est à cause de ça, d'empêcher les vins français qui sur le marché chinois ou pas? Parce que moi, j'ai beaucoup de connaissances, parce que les marques françaises, ça marche bien, mais probablement, il y a beaucoup de contrefaçon sur le marché. Marché noir, voilà. Donc, pour ces problèmes-là, est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que vous avez des stratégies pour sécuriser votre produit et votre marque? Alors ouais, effectivement, c'est un aspect qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, c'est l'aspect de la contrefaçon en Chine. Alors, elle est présente à tous les aspects des produits, hein, c'est pas lié qu'au vin, en sachant que la contrefaçon en Chine tend à se réduire depuis déjà 2013, parce que le président Xi a mis en place une stratégie pour réduire la contrefaçon. Malgré cela, il y a toujours ce réseau qui est toujours en place. Ce phénomène de contrefaçon, il est présent en Chine. J'ai bien peur que ça dure encore un petit moment, parce qu'en fait, vous avez dans la mentalité chinoise, c'est de dire en fait, mon voisin a réussi, donc je veux faire comme lui, donc je vais copier ses produits. Et c'est pas du tout pour copier pour l'embêter, c'est simplement parce qu'il a réussi que je souhaite faire comme lui. Et c'est plutôt une preuve de respect et d'honneur. Voyez. Alors nous, on le prend mal effectivement parce qu'on n'aime pas, bien évidemment, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Nous, dans les vins spiritueux, on est réglementé avec les appellations d'origine contrôlée, que ce soit les IGP ou les vins de France. Donc, on a ça, et ces appellations sont reconnues par l'État chinois. Donc, on n'a aucun problème que nos produits soient, je dirais, contrefaits de notre produit. On n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer, bien évidemment. On surveille sur le marché. On est en contact avec les équipes de Business France qui sont sur place, et également toutes les interprofessions. C'est les interprofessions qui nous aident aussi à surveiller le marché. Il peut y arriver, ça arrive. Mais le phénomène de contrefaçon, c'est pas mal réduit depuis quelques années quand même. Ok, merci. Gina, maintenant c'est à vous, Gina. Bonsoir, merci pour l'intervention, c'était très intéressant. J'ai une question juste en curiosité. Qu'est-ce que vous mettez, autant commerçant en Chine avec beaucoup d'expérience, qu'est-ce que vous mettez en avant en face de votre interlocuteur chinois, et qu'est-ce que les clients chinois apprécient le plus pour les vins français par rapport à tous les autres concurrents? D'accord. Moi, je dis toujours un bon produit au bon prix. Hein. Vous avez beau arriver chez votre client chinois, on part déjà par un produit de base de qualité. Hein. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Les Chinois sont de plus en plus connaisseurs dans les vins en règle générale, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, j'en suis conscient. Mais dans la partie professionnelle, importateur et distributeur grossiste, vous avez certains opérateurs qui connaissent très bien le marché et savent très bien déguster les vins. Donc, autant il y a une dizaine d'années, ils étaient moins regardants sur la qualité du vin. Aujourd'hui,
ils savent très bien qu'un cru bourgeois, par exemple, voilà, se déguste de telle manière. Ils ont quelques repères, en tout cas pour les professionnels avec qui on travaille. Bien évidemment que le consommateur final, hein, qui va déguster sa bouteille au restaurant ne sait pas forcément comment la déguster, mais c'est tout le travail de nos importateurs et des distributeurs sur place. Ok, merci beaucoup. Oui. Maintenant, c'est que Florence. Allez-y, Florence. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Jean-Charles, merci Jérémy là, pour ce bel échange constructif sur la Chine. Je réalise aujourd'hui qu'après 2 ans en Chine, en 2017-2018, j'avais vraiment la chance d'apprendre beaucoup, notamment sur WeChat et toute la partie digitale. Par contre, j'ai une question spécifique sur WeChat Pro. Comment ça s'utilise? Est-ce qu'il faut une carte SIM chinoise spécifique, comme beaucoup de réseaux sociaux, on va dire chinois? J'ai eu la chance d'avoir le Little Red Book chinois parce que j'allais télécharger quand j'y étais, mais j'ai peur que WeChat, je l'ai, mais j'ai peur que WeChat Pro, ça ne marche pas. Ouais, merci beaucoup Florence pour votre commentaire. Alors c'est très intéressant. Alors je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux ni encore moins de WeChat. Ceci dit, une chose est sûre, vous avez 2 possibilités pour avoir votre WeChat Pro. La première des possibilités, c'est de créer une entité chinoise en Chine, votre propre société. Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à mettre en place. La deuxième possibilité, c'est de passer par une agence de marketing qui va vous aider à mettre en place votre WeChat Pro. Alors, le WeChat Pro, il n'est pas encore utilisé dans toutes les sociétés chinoises encore aujourd'hui. Ça commence à se développer. Et à l'étranger, on ne l'a pas encore. C'est vraiment réservé qu'aux sociétés chinoises. Et par contre, effectivement, je pense que ça va se diffuser très rapidement. Donc, vous pouvez… j'ai quelques contacts. Oui, je pense stratégiquement, parce que je vise un développement stratégique justement sur la Chine, à un moment donné, pas forcément cette année en plein Covid, mais dès que ça ira mieux entre les relations internationales, je compte m'implémenter avec un agent localement sur la partie agence digitale France-Chine. Et donc, l'idée, ça serait justement de pouvoir utiliser WeChat Pro, parce que je pense que ça va être très vite se développer, comme vous dites. WeChat, c'est incontournable. Vous avez j'ai adoré scanner avec un QR code. Quand je suis revenue, j'avais le choc culturel dans l'autre sens, en mode qu'est-ce qu'on fait avec des chèques et des cartes bancaires en France? Et oui, donc, c'est voilà, c'est ça. J'ai beaucoup pesé, quoi. Mais bon, merci à vous. Parfait. Disons, on est dans le temps là, donc on a prévu 1h30 de conférence et c'est parfait. Donc maintenant, c'est presque 8 heures. Eh bien, je vous remercie d'être présents tous, surtout à Jean-Charles pour cette excellente conférence, sachant que cet entretien a été enregistré. Vous pouvez regarder si vous voulez et je vais en parler avec Jean-Charles pour voir de quelle manière on va mettre cette vidéo en ligne. Bien, je vous dis à bientôt. Je vais continuer à organiser d'autres conférences et bonne fin de semaine alors. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Merci, au revoir. Bye bye.